Cher éditeur, bonjour. Nous nous retrouvons pour une nouvelle causerie de la collection Sciences et Société dans la série Ville intelligente. Et nous allons continuer aujourd'hui un échange que nous avons débuté dans une première intervention avec Hélène Pigot. Bonjour. Bonjour Hélène. Donc Hélène nous vient du Canada. Elle est professeure à l'université de Sherbrooke. Elle est informaticienne de formation. Et dans notre premier échange, nous avons aborder la problématique de l'intelligence ambiante dans le contexte de l'aide ou de l'assistance aux personnes en perte d'autonomie. Donc nous avons dressé un panorama général et cette fois-ci nous allons rentrer dans le détail d'un certain nombre d'exemples plus pratiques. Donc Hélène, est-ce que vous pouvez en premier lieu nous faire une petite synthèse de notre premier échange? J'invite par ailleurs les auditeurs à aller voir le premier épisode pour peut-être avoir plus de détails, mais on va résumer rapidement ce premier épisode. Donc je vais essayer effectivement de vous le résumer rapidement. Donc on parle vraiment du maintien à domicile, de rester chez soi pour les personnes fragiles. Quand on parle des personnes fragiles, de notre point de vue, ou c'est notre intérêt de recherche, parce qu'en fait les personnes fragiles, ça va être des personnes qui cognitivement ont des troubles qui peuvent impacter leur autonomie à domicile. Mais on pense aussi qu'il peut y avoir additionné à ça des problématiques physiques, des problématiques perceptuelles. Donc en fait, on s'aperçoit d'abord, la première des choses, pourquoi on travaille sur le maintien à domicile, parce que c'est la volonté des personnes. On s'aperçoit que pour les personnes âgées, ça a été encore en plus amplifié par la crise du Covid. Les personnes âgées veulent rester au maximum chez elles le plus longtemps possible. Et donc, en fait, il faut qu'on trouve des solutions pour qu'elles restent chez elles en autonomie, en sécurité. On a vu aussi que la société, eh bien, elle a aussi un intérêt économique à ce qu'il y ait peu de personnes qui soient dans des EHPAD, dans des institutions. Donc, comment est-ce qu'on s'y prend, puisqu'on va parler d'intelligence ambiante. Nous, ce qu'on va faire, c'est de compenser les déficits de la personne, donc particulièrement les déficits cognitifs, en s'appuyant sur les capacités restantes. Et l'autre fois, je vous avais présenté qu'effectivement, on voit très bien, par exemple, chez les gens, qu'il y a des problématiques de mémoire court terme, se rappeler de ce qui se passe, mais la mémoire procédurale reste très ancrée, et donc, en fait, on va travailler pour aider à ce que les gens se servent de cette mémoire procédurale, du comment je fais, donc comment je fais dans mes habitudes. Donc, c'est en particulier pour ça que si les personnes avec Alzheimer, on les déplace souvent, elles sont complètement perdues parce qu'elles ne retrouvent plus leurs repères, leurs habitudes. On a vu aussi que par rapport à ces déficits, il y avait tout ce qu'on va appeler les fonctions exécutives, où en fait on se fixe un but. Donc, je vous avais donné l'exemple de se fixer un but pour inviter des amis le soir. Ensuite, on planifie quelle commission on va faire. On planifie est-ce qu'on a tous les ingrédients. Ensuite, on va exécuter. Et puis, comme je vous disais, exécuter par exemple un charizorite, c'est l'exemple qu'on avait pris. Exécuter un charizorite, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, vous allez faire cuire le riz d'un côté, la sauce de l'autre, enfin, vous occupez des ourites, etc. Donc, en fait, on a déjà fixé le but, planifié, exécuter et en fait évaluer ensuite. C'est très important, on est toujours en train d'évaluer si ce qu'on fait correspond au but qu'on s'était fixé. Alors ça, c'est sur quoi on va travailler. Je vais vous présenter des exemples où en fait on s'appuie sur les mémoires et les problèmes des fonctions exécutives. Je voudrais revenir aussi sur les acteurs. Les acteurs du maintien à domicile, quand on parle de maintenir la technologie, donc on va se dire, il y a une personne avec ses capacités, comme j'ai parlé, capacités puis déficits, et puis il y a la technologie qu'on veut intégrer. D'accord ? Et la technologie, il faut qu'elle réponde aux besoins. Donc ça, pour nous, c'est quelque chose de vraiment important. Mais il faut jamais oublier l'organisation. Dans quoi tout ça va se fixer ? C'est-à-dire la personne, comment elle interagit avec sa famille, comment la famille interagit avec la personne. Et du coup, comment la technologie, elle va venir au support aussi bien à l'organisation et comment l'organisation va aider, par exemple, la personne à utiliser la technologie. Donc on pense, par exemple, si vous donnez un téléphone intelligent
à votre grand-mère, ce qu'il faut, c'est être sûr que vous soyez là toujours en support pour pouvoir l'aider si elle ne sait plus comment s'en servir. De même, si vous faites des téléconférences avec elle. Donc, ça, c'est quelque chose qui reste important. Quand on va travailler, je vais vous présenter des exemples, c'est de ne pas oublier ce triangle entre la personne, la technologie et l'organisation. Je veux revenir vite, puisque en fait on est sur l'intelligence ambiante. Je veux revenir très très vite sur le fait que ce qu'on va faire, c'est un habitat qui va être autonome avec une personne qui est plus ou moins autonome. Donc l'habitat, il doit percevoir qu'est-ce que la personne est en train de faire. Donc par des capteurs, on évite les caméras parce qu'on veut que la personne garde l'intimité. Donc les capteurs, ça vous dit juste, est-ce que vous avez ouvert une porte? Est-ce que vous êtes dans telle pièce? Est-ce que vous avez ouvert un robinet? Tout sur les appareils électriques, etc. Et donc, en fait, là, on va avoir des capteurs qui vont percevoir ce qui se passe dans l'environnement. On en a reparlé, grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle, on va analyser qu'est-ce qui se passe et, au besoin, si la personne oublie quelque chose, s'il y a des risques de sécurité, eh bien, à ce moment-là, on va intervenir avec des effecteurs qui sont pas uniquement des écrans d'ordinateur, mais ça peut être des lumières qu'on allume, ça peut être des messages qu'on envoie, ça peut être de la musique qu'on fait jouer pour, par exemple, avoir un bon environnement. Donc voilà comment, en fait, l'intelligence ambiante qu'on va proposer va venir en support au maintien à domicile. Merci. Donc, on a refait un petit tour de synthèse de notre premier échange. Donc, on a bien compris que, quelque part, c'était le monde de la télésurveillance, de l'assistance à l'activité quotidienne et quelque part de la sécurisation des espaces qui vous intéresse. Et en introduisant de la technologie numérique, en gros, dans l'habitat de la personne en perte d'autonomie. Ce que j'aimerais maintenant comprendre un peu, avant qu'on rentre dans les exemples, c'est quelle est l'équipe qui travaille avec vous, donc le laboratoire, quelles sont les compétences dont vous avez besoin et comment c'est organisé? Oui, alors en fait, vous avez vu la façon dont j'ai résumé tout ça, c'est que déjà on a une approche qui est très très centrée sur la personne. Donc qui fait partie de l'équipe, c'est déjà la personne âgée qu'on veut aider, et puis en fait, l'organisation dans laquelle elle est. Donc que ce soit ses aidants, sa famille, ses proches, ou que ce soit les cliniciens. Donc en fait, notre approche part des besoins de la personne dans son quotidien, pour faire remonter des problématiques qu'on va résoudre via l'informatique. Il est absolument indispensable pour ça d'avoir une approche multidisciplinaire, c'est-à-dire que de bien être en rapport avec des cliniciens qui peuvent nous expliquer les phénomènes. Le phénomène des fonctions exécutives dont je vous ai parlé, ça ne nous est pas tombé du ciel, ça a été vraiment des ergothérapeutes qui nous ont fait comprendre comment on fonctionnait dans notre quotidien et comment il faut compenser les déficits quand ils arrivent. Donc en fait, on a une approche multidisciplinaire et j'arriverai même à une approche transdisciplinaire parce qu'en fait, on a un échange qui est tellement interactif qu'en fait, on a regardé comment, par exemple, les ergothérapeutes assistaient pour en fait les aider. Vous nous connaissez, nous comme informaticiens, on est toujours en train de décortiquer, vouloir des choses très très précises, et ça a aidé en fait les ergothérapeutes à comprendre leurs interventions auprès des personnes avec traumatisme crânien, par exemple. Ensuite, on a une approche qui est très ancrée sur le quotidien. Et donc, en fait, je l'ai déjà dit, on va regarder les besoins de la personne. Ensuite, en fait, on va... donc là, on est sur les besoins. Mais ce qu'on va faire aussi, c'est sur des prototypes, une démarche itérative. Itérative, ça veut dire quoi? C'est que on part des besoins, on propose une solution, on regarde si elle marche, et puis avec la personne, avec les cliniciens, on regarde si cette solution fonctionne, comment ils voudraient qu'elle soit un petit peu modifiée. Donc on est toujours en prototype itératif. Et finalement, ce qui est très très important pour nous, c'est faire de l'évaluation chez les gens. Donc de l'évaluation en situation.
Donc en fait, on va pas faire de l'évaluation juste dans notre laboratoire. On a effectivement un laboratoire où il y a un habitat intelligent, meublé avec tous les capteurs, meublé avec un mobilier pour pouvoir y loger. Mais ça nous suffit pas parce que c'est un environnement qui est trop contrôlé. Donc on va avoir une approche de laboratoire vivant où en fait on va vraiment chercher à évaluer entre autres, mais le laboratoire vivant c'est une approche qui est un peu plus complexe que juste de l'évaluation, mais où on va vouloir évaluer dans le quotidien. Donc en particulier, on a évalué dans une résidence pour personnes avec traumatisme crânien où ces personnes-là ayant un traumatisme sévères ne pouvaient plus rester seules chez elles et donc sont dans une résidence qui est avec des intervenants qui sont là 24 heures sur 24. Donc ça a été une approche de laboratoire vivant. Ensuite, on l'a fait avec des cliniciens qui sont à l'hôpital et qui nous ont fait des retours de ce dont ils avaient besoin pour rendre service aux personnes âgées. Et finalement, on va aussi chez les gens. Donc chez les gens, on va installer par des capteurs sans fil, vous pouvez imaginer tout un appareillage pour pouvoir étudier ce qui se passe chez les gens, puis leur proposer des interventions. Donc, en fait, vous êtes dans une approche un peu living lab, comme on dit aujourd'hui, avec centré utilisateur, avec l'utilisateur quelque part. Donc, pour nous, la personne à aider au centre du dispositif et qui fait partie de votre recherche à part entière. Ouais. Eh bien, écoutez, on a dit qu'on partirait sur des exemples. Donc, ce qu'on pourrait essayer de voir, c'est comment, à quel sujet vous essayez de répondre et comment, en fait, vous mettez en place des solutions. Par exemple, si on se retrouve avec quelqu'un qui a Alzheimer, comment une solution, parmi les solutions que vous proposez, pourrait, par exemple, l'aider ? Alors, j'ai envie de vous donner un cas très particulier, mais en même temps très général. Les personnes avec Alzheimer, quand la maladie avance, se trouvent en fait avec une problématique la nuit. La nuit, ils vont être complètement désorientés. Donc on parle de désorientation spatiale. Ils se réveillent un petit peu confus. Ils savent plus trop bien où est leur salle de bain, où est la cuisine, où retrouver leur chambre. Donc ça, c'est déjà une première problématique. Mais on dit aussi qu'il y a une désorientation temporelle. Donc ils confondent le jour et la nuit. Donc ils vont se lever, puis il est 3 heures. 3 heures, c'était le jour du rendez-vous du médecin. Donc, ils vont appeler leurs enfants en disant « tu viens pas me chercher, il est 3 heures, comment je vais être en retard ?» Ou alors, ils vont mettre leur manteau puis ils vont sortir dehors. Donc, nous, au Québec, malheureusement, on a des très mauvaises histoires de gens qui sont sortis la nuit, mal habillés, par un -30, parce que c'est pas rare au Québec d'avoir -30. Donc, vous pouvez imaginer la suite. Assez catastrophique. Donc en fait, ils sont désorientés du jour et de la nuit, puisque ce que ça amène souvent, ça va amener des gens qui vont se lever, prendre un petit déjeuner, se recoucher, et puis faire ça pendant les 24 heures. Donc en fait, ils n'ont plus d'hygiène de vie, et pire que ça, c'est que comme ils n'ont pas un sommeil réparateur, leurs capacités cognitives deviennent de plus en plus réduites. Donc, il est absolument important, on a travaillé avec une neuropsychologue, Dominique Laurin, il est absolument important qu'en fait, on puisse leur permettre d'avoir une bonne nuit. Donc, on va faire ce qu'on appelle de leur proposer une ambiance apaisante et rassurante. Donc, en fait, la technologie qu'on va proposer, cette technologie, ça va être une technologie où on va mettre des capteurs pour que quand la personne se réveille, on soit capable, selon ses habitudes, c'est une technologie qui est très très personnalisée. Donc, on a d'abord étudié comment, par les capteurs, quels étaient en fait ces rythmes de nuit. Et donc, on va l'aider à satisfaire ses besoins de la nuit. On a tous besoin d'aller aux toilettes, on ne veut pas les empêcher puis les attacher sur le lit, on veut aller boire un verre d'eau. Donc il y a des activités de nuit qu'on peut faire, mais effectivement, faire un café, c'est peut-être moins approprié, on va dire. Et donc on va mettre ces capteurs qui nous permettent de savoir qu'est-ce qu'elle veut faire. Donc, par exemple, se diriger vers les toilettes. À ce moment-là, on va mettre un signal lumineux, comme dans les avions, pour lui proposer
tranquillement, d'aller dans les toilettes. Quand je dis tranquillement, c'est qu'en fait, on veut pas allumer les grands phares pour qu'elle se croie comme en plein jour. Hein. On est toujours dans la problématique de nuit. Ensuite, on va effectivement pouvoir l'aider, l'accompagner avec la même logique dans la cuisine ou au salon si elle a l'habitude de se reposer, d'écouter une musique relaxante qu'on va mettre par nous-mêmes, donc on lui met une musique qu'elle aime bien, et puis quand on voit que dans les 10 minutes elle a pu se reposer, ne pas être angoissée, ben à ce moment-là on va lui proposer de retourner au lit, et ça encore par un chemin lumineux, aussi par des messages personnalisés. Donc là j'ai le cas vraiment en tête, le cas d'une personne chez qui on a fait ce genre d'intervention, qui habitait seule en campagne. Ces 2 filles étaient très très inquiètes de savoir qu'est-ce qui se passait la nuit. Et en fait, on avait enregistré des messages des filles qui, en fait, quand c'était le moment de se coucher, on le partait de façon automatique, où le message était du genre maman, tu peux te retourner te coucher, tout le monde est endormi, on se revoit demain matin. Et vous voyez dans cet exemple qu'il est absolument important de connaître l'organisation, parce qu'en fait, on a pu beaucoup s'appuyer sur ces 2 filles qui nous ont donné beaucoup de renseignements sur les habitudes de vie. Et inversement, nous, on a donné des renseignements à la famille. Quand ils se sont aperçus quel était le rythme de leur mère, eh bien, en fait, ils ont changé un peu les horaires pour se caler au rythme de la mère pour pas venir la réveiller trop tôt le matin comme elle le faisait avant. Merci Hélène. Donc effectivement c'est un cas bien précis où effectivement on peut vivre de l'intérieur quelque part le type de démarche que vous mettez en place. Si on essayait de voir un exemple plus naturel, quelque chose de plus quotidien, le suivi d'une activité quotidienne avec une personne qui aurait des difficultés d'autonomie et d'être plutôt en accompagnement quelque part de ces activités. Donc en fait, je vais vous présenter l'assistant culinaire Cook qui cette fois-ci on a développé avec des personnes avec traumatisme crânien. Donc, je vous avais parlé au début d'une résidence. Donc, l'organisation, c'est vraiment dans une résidence où 10 personnes avec traumatisme crânien logent. Et en fait, on a fait une étude très centrée sur la personne, puisqu'en fait, on a passé 1 an d'enquête pour savoir quelles étaient les activités qui voulaient, où est-ce qu'ils voulaient avoir du support. Il s'avère que pour ces personnes-là, cuisiner était ce qui leur semblait leur faire dire que si je cuisine, je suis chez moi. Donc, on les a accompagnés là-dedans avec une grande inquiétude des intervenants. Ils ont dit « Ah là là, cuisiner, ils savent déjà pas faire grand-chose. Si en plus vous leur mettez une cuisinière entre les mains et qu'ils mettent le feu à la baraque, comme on dirait chez nous, ça va mal se passer. » Alors, on a beaucoup travaillé avec l'organisation, donc avec les intervenants, pour s'assurer que la personne elle allait pouvoir cuisiner de façon autonome et sécuritaire. Donc, je vais vous présenter un peu ce qu'on a proposé. On a beaucoup travaillé sur les interfaces homme-machine pour être sûr que, en fait, ce qu'on proposait sur les écrans d'accompagnement dans une recette, ça pouvait être compréhensible. Donc, en particulier, on l'a fait pour 3 personnes différentes. Et il y en a un qui était, auparavant de son traumatisme, il était chef cuisinier. Donc, vous pouvez bien comprendre que lui, couper des oignons, ça, il savait faire. C'était pas ça le problème pour lui. Le problème, c'était, je reviens sur la notion des fonctions exécutives. C'était planifier. C'était s'assurer qu'il exécutait en n'étant pas distrait. Donc, s'il commençait à faire cuire quelque chose dans la poêle, il allait pas regarder le match de hockey. Qui ne pas des étapes et qui suivent la recette dans l'ordre. Exactement. Donc en fait, ce que vous voyez, c'est cet écran-là, c'est un écran, et en particulier, à chaque fois, on dit à la personne où est-ce qu'elle en est dans l'étape des fonctions exécutives, parce qu'en fait, en réadaptation, c'est ça qu'ils font. Donc on s'est complètement calé sur les interventions, et donc ici, on est dans l'étape de planification où la personne, elle doit choisir quel type de recette elle va faire.
À l'intérieur, pendant les recettes, on a mis énormément, on a intégré beaucoup d'interventions comme celle de faire des pauses quand en fait ils sont trop fatigués, parce qu'en fait ces personnes-là, dès qu'elles sont trop fatiguées, en fait elles ne sont plus efficaces. Et enfin, on a beaucoup travaillé sur le respect des consignes de sécurité, et c'est là où on se retrouve encore avec cette intelligence ambiante, où des capteurs sont mis dans la cuisine, sont mis sur la cuisinière, pour savoir si le rond est mis à bas. Enfin une petite gradation pour juste quand vous faites cuire leur soupe, ou au contraire vous voulez faire revenir un beefsteak, à ce moment-là c'est une haute gradation. Et donc ou si vous avez allumé le four. Et donc on va avoir des consignes de sécurité qui vont être différentes selon les risques d'incendie. En particulier quand vous êtes en train de faire cuire un beefsteak, on s'attend à ce que vous le regardiez votre beefsteak. En particulier ces personnes-là qui peuvent pas faire trop de choses en même temps, que vous regardiez la cuisson de votre beefsteak et puis vous commenciez pas à faire autre chose, ouvrir le frigidaire, etc. Donc, si la personne commence à faire autre chose, sortir de la cuisine alors que le rond est allumé, eh bien à ce moment-là, on va, par message vocal, on va dire à la personne, il faut retourner dans la cuisine. Une fois, 2 fois. Si à la 3e, il se passe rien, à ce moment-là, on est capable d'éteindre la cuisinière. Et donc, dans la résidence, quand ça se passe comme ça, dans la résidence, les intervenants sont au courant, viennent voir la personne et lui disent mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc vous voyez encore cette notion de réadaptation, qu'est-ce qui s'est passé pour que la cuisinière s'éteigne comme ça de façon automatique, et ils rallument ensemble en remettant toutes les choses en sécurité. Peut-être qu'on pourrait voir un exemple où le clinicien intervient de manière plus impliquée dans la démarche. Dans les 2 premiers exemples, on n'a pas trop vu de médecin ou de clinicien intervenir. Là, peut-être qu'on pourrait voir comment une organisation plus médicale intervient dans certains de vos exemples. Oui, alors on a été approché par des gens qui travaillent dans les centres hospitaliers pour le maintien à domicile. Donc en fait, ce que nous on appelle le projet SAPA, parce que c'est soutien pour l'autonomie des personnes âgées. Et donc, en fait, là, on parle de personnes souvent avec des gros troubles cognitifs, Alzheimer, ou ça peut être d'autres origines. Et en fait, on s'aperçoit d'une baisse de l'autonomie. La problématique qu'avaient les cliniciens, c'est que on se retrouve, par exemple, avec une personne Alzheimer qui a du mal à expliquer qu'est-ce qui se passe chez elle. Donc, elle va dire « Oui, tout va bien, je suis capable de m'occuper de moi ». Alors, en même temps, il y a des problématiques de mémoire, mais il y a des problématiques aussi de déni des problèmes. De prise de conscience. De prise de conscience, effectivement. De prise de conscience des problèmes. Donc, en fait, on l'a fait sur 30 maisons, mais je vais prendre un cas bien particulier où, en fait, la femme restait chez elle et ses 2 enfants n'étaient pas en accord sur l'autonomie de leur mère. Donc le garçon disait que si, la mère était autonome, mangeait tous les jours, et la fille de l'autre côté était très inquiète parce qu'elle voyait aucun signe sur la cuisinière, rien n'avait l'air d'avoir bougé. Donc on a installé des capteurs. Donc ce qu'on a, c'est une 40aine de capteurs qu'on installe dans la maison. C'est des capteurs sans fil qu'on va pouvoir retirer après notre intervention. Et donc, on a des capteurs de présence, savoir où est-ce que la personne elle est. Suivant l'activité qui est demandée, on va mettre plus de capteurs dans la salle de bain ou plus de capteurs dans la cuisine ou dans la chambre. Et en fait, on va savoir si la personne a tiré de l'eau, si la personne est allongée sur son lit, etc. Et grâce à tous ces capteurs, on va être capable de détecter 6 activités de la vie quotidienne. Donc, quand je parlais des 6 activités, c'est tout ce qui a lieu autour du repas. Est-ce que la personne s'alimente? Donc, est-ce qu'elle se fait peut-être, qu'elle est capable d'aller chercher ses repas, etc. Ses plats dans le frigidaire, ensuite, tout ce qui est autour du sommeil. Est-ce qu'elle dort? Est-ce qu'elle dort bien, suffisamment? On a ajouté l'inactivité, parce que on a eu un exemple de quelqu'un qui en fait ne faisait rien de sa journée, et donc là c'est à l'inverse, on va essayer de la stimuler. Donc la 4e que j'oubliais pas, c'est tout ce qui est sur l'hygiène, l'hygiène courte
et l'hygiène longue, donc prendre une douche ou aller juste aux toilettes, et finalement les sorties extérieures qui nous donnent un bon indice sur l'autonomie, la vivacité, comment la personne elle vit dans sa vie quotidienne. Donc grâce à ces capteurs-là, on est capable de fournir aux cliniciens beaucoup d'informations pour qu'ils puissent répondre à leurs questions. Donc ici, par exemple, vous voyez que c'est une personne qui va se reposer très très souvent, qui va avoir beaucoup de sommeil, qui va par contre très peu sortir, seulement un quart d'heure par jour. Donc ça, c'est des moyennes, et avec ça, les cliniciens sont en mesure d'avoir des données objectives pour offrir le meilleur service. L'exemple que je vous donnais, c'est que en fait, on s'est aperçu que la personne, la dame, s'alimentait très bien. On n'a rien changé parce que en fait, comme je vous l'ai dit précédemment, moins on change le quotidien, plus les gens qui ont des troubles cognitifs peuvent rester dans le connu. Et donc, on a rien changé, et elle est restée 18 mois de plus à domicile. Inversement, quand j'ai parlé d'inactivité, il y avait un monsieur qui ne faisait rien. Donc, ce qu'on s'est aperçu, c'est que le service qu'il fallait lui offrir, c'était juste quelqu'un qui vienne chez lui, le sortir le matin, donc une promenade pour aller chercher du pain ou je ne sais quoi, et ensuite, en fait, il était réveillé pour le reste de la journée, et puis il pouvait commencer à avoir une vraie vie active. Merci. Donc, je pense que les exemples ont été suffisamment explicites pour qu'on comprenne bien votre démarche et comment elles sont mises en œuvre. Est-ce qu'on peut avoir un peu d'informations sur comment vous représentez ces activités, comment les systèmes informatiques, sur quelles données ils s'appuient et comment ils arrivent à s'organiser pour finalement échanger de l'information de manière cohérente, nous donner un peu d'éléments quelque part informaticiens ou qui soient plus proches des représentations de connaissances. Alors effectivement, donc on utilise des techniques d'intelligence artificielle. Dans le monde de l'intelligence ambiante, il y a certaines personnes qui utilisent des apprentissages automatiques pour pouvoir classifier les différentes activités. Nous, on a choisi plus d'aller vers une description, puisqu'en fait, on travaille avec des cliniciens qui ont déjà une grande connaissance des problématiques, et donc on a voulu en fait les présenter sous forme d'ontologie. Ontologie, c'est un mot qui est emprunté, et c'est plus qu'un mot, c'est un concept qui est emprunté de la philosophie et qui nous parle de l'ontologie, c'est le monde, comment on décrit le monde dans lequel on est. Et donc en fait, le monde de l'habitat et de l'habitat intelligent, d'intelligence ambiante, est un monde complexe. Comprendre qu'est-ce qu'on trouve dans une maison, à quoi sert un lit, à quoi sert une tasse, quand est-ce que vous faites certaines activités, la nuit et le jour, quel type d'assistance vous auriez besoin. Donc en fait, on va modéliser, la première chose qu'on va faire, c'est de modéliser un monde qui est diversifié. Ce qui nous a semblé absolument ce dont on a eu besoin, c'est, comme je disais, de modéliser quelles sont ces activités de la vie quotidienne. Modéliser aussi, vous m'avez entendu beaucoup parler de la personne, ses capacités, ses incapacités. On a besoin, quand on va l'assister, de savoir la vitesse à laquelle elle pourra se déplacer pour répondre à nos propositions. Ensuite, on va présenter quelque chose sur l'habitat. Enfin, quand je dis quelque chose, on va décrire l'habitat. Dans la chambre, il y a un lit. Il y a une lumière sur la table de chevet qu'on va pouvoir allumer ou non. La chambre, est-ce qu'elle est contiguë à la salle de bain ou est-ce qu'il y a un couloir? Donc toutes ces informations, il va falloir qu'on puisse les décrire. Ensuite, vous avez vu, on a parlé d'objets connectés. Donc en fait, il va falloir qu'on puisse décrire ces objets-là, tous ces capteurs, tous ces effecteurs. Est-ce que ce capteur qu'il y a, le capteur numéro 3 qu'il y a dans la chambre, est-ce qu'il me donne de l'information sur l'eau? Est-ce qu'il me donne de l'information sur la présence, sur la présence de la personne, etc. Donc ça, c'est important à faire. Et finalement, on a beaucoup travaillé sur l'assistance. Donc, quel type d'assistance ils font donner? Je donnerai pas la même assistance à quelqu'un qui a des problèmes d'audition ou versus quelqu'un qui a des problèmes de vision. Ça me sert à rien de mettre un beau message écrit si la personne elle n'est pas capable de le lire parce qu'elle a une dégénérescence maculaire. Donc,
Voilà. Alors, comment on se sert de tout ça? Eh bien, en fait, on va répondre à des questions déductives. Donc, là, j'ai mis quelques questions. Quelle activité se fait la nuit? Quel effecteur envoie un message sonore? J'ai plus envie d'aller vers un exemple de la cuisine qu'on a regardé, de la cuisinière tout à l'heure. Donc, effectivement, la personne était en train de faire bouillir de l'eau et ça fait 10 minutes qu'elle est sortie de la cuisine. Mais où est-elle? Donc, en fait, on va poser la question à l'habitat, où se trouve la maison? Où se trouve la personne dans la maison? La maison, pour le moment, elle n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé. Donc, où se trouve la personne dans la maison? Et donc, en fait, il va y avoir ce genre de questions qu'on va avoir. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, on va se poser la question, cette activité-là, admettons qu'elle est en train de prendre sa douche. La question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'elle est plus prioritaire que d'éteindre le feu? Est-ce qu'elle est capable? Ou alors la question qu'on va se poser, c'est maintenant qu'elle est sous la douche, comment on va l'avertir qu'en fait il faudrait qu'elle aille éteindre la cuisinière si elle veut prendre sa douche? Donc on va pas le faire par un message visuel. Donc là on a la question, si la personne prend la douche, est-ce qu'elle peut voir les messages? Donc là, quelqu'un va répondre, non, si elle prend la douche, elle peut pas voir, elle peut entendre. Donc si elle peut entendre, on va demander à un effecteur dans la salle de bain, parce qu'on va pas aller chercher l'effecteur qui est dans le salon, on va demander à un effecteur qui est dans la salle de bain, est-ce que vous pouvez envoyer un message pour dire à la personne qu'il faut qu'elle aille s'occuper du rond? Voilà le genre de questions qu'on a. Puis après, on a beaucoup de questions sur l'assistance, le type d'assistance, parce que c'est ça qu'on travaillait avec les ergothérapeutes. C'est que suivant les capacités et incapacités, leur compréhension, on va prendre des messages qui vont être explicites. Vous devez retourner dans la cuisine. Ou est-ce que vous auriez pas oublié quelque chose? Donc en fait, on va être sur ces niveaux d'assistance et donc ça, c'est encore une ontologie où on décrit le monde de l'assistance. Merci Hélène. Donc là, on est rentré un peu plus sur le monde de la représentation de connaissances, de l'intelligence artificielle. Et en fait, votre présence ici aussi est pas anodine, puisqu'en fait, on est en train de travailler avec vous sur étendre ces ontologies dans le contexte de la ville intelligente. Donc on a vu qu'on était beaucoup dans l'habitat, mais en fait, nos travaux ensemble en ce moment nous élargissent quelque part cet univers avec une ontologie sur laquelle on travaille ici avec un doctorant en co-tutelle avec votre laboratoire et votre équipe pour effectivement étendre ce langage et ses possibilités au niveau de la ville de manière plus générale. Si quelqu'un en perte d'autonomie se retrouve effectivement à l'extérieur du bâtiment, qu'il puisse aussi avoir un certain nombre d'outils à sa disposition. Je vous remercie. Nous terminons cet échange et j'espère que nous allons continuer à échanger d'autres façons à distance sans doute. Et je remercie aussi tous les auditeurs de nous avoir écoutés pour cet épisode. Et puis je vous retrouverai prochainement pour un nouvel épisode qui sera consacré à un autre aspect des villes intelligentes dans la collection Sciences et Société. Merci à vous.